Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Arsenal French Club, le podcast. On est dimanche matin, matin de gueule de bois et pourtant il n'y a pas eu d'alcool. Lendemain de défaite. Et bah, ça tombait bien que les disponibilités des uns et des autres ont fait que on ait décidé d'enregistrer ce podcast ce matin et pas à chaud après le match. Je pense que la nuit nous aura peut-être un petit peu aidé à redescendre dans la colère ou dans la déception. En tout cas, on est bien présent avec vous aujourd'hui pour débriefer de ce match. Et pour m'accompagner, allez, honneur au plus ancien, Mister Statistique, Jonathan, bonjour. Salut les gars, bonjour à tous. Bon, de mon côté, je sais pas si ça a été très utile la nuit parce que je viens de regarder le match, donc du coup, bah, il y a tout qui vient de remonter encore. T'as pris le fouet. Ouais. Mm. Et avec nous également, le petit jeune, le petit Nico. Salut Nico. Salut, bonjour à tous. Pareil, je viens de me taper la deuxième mi-temps que j'avais pas vue. Voilà. Ah bah les gars, alors si on veut parler de dimanche de merde, allez, petite anecdote, j'ai bossé hier soir, je suis rentré, ma fille fêtait son anniversaire, c'est 19 ans à la maison, il y avait une vingtaine de personnes, je suis rentré un peu fatigué, je vous l'avoue. Et ce matin, je me réveille, bah, voilà, je découvre un cadavre humain sur mon canapé que je ne connais pas, des bouteilles vides, alors il y avait des softs également, mais voilà, donc petite matinée ménage avant de faire ce podcast avec vous. Donc je pense qu'on est tous dans un mood exceptionnel. Allez, messieurs, on va tenter en tout cas de débriefer de ce match. Vous l'aurez tous compris, nous ne sommes plus invaincus lors de cette saison 2024-2025. Manchester City joue cet après-midi et sera encore la seule équipe capable d'être invaincue à l'issue de cette journée de championnat. On se déplaçait à Bournemouth hier soir à 18h30 dans un contexte plutôt, j'allais dire, mitigé. Il faut dire que les trêves internationales actuellement se suivent et se ressemblent et qu'elles ne nous facilitent pas la tâche. On en avait parlé un petit peu lors du dernier podcast. Rappelons que Saka est revenu blessé, Martinelli blessé également avec une petite gêne. Tomiyasu out de nouveau pendant un petit bout de temps. Qui était encore incertain. Non, je crois que c'était tout, puisque certains internationaux n'avaient pas fait le déplacement. Messieurs, je vous propose d'attaquer avec la compo, mais avant de lancer cette compo, Meshad a mis en place une tradition, alors il faut la respecter, même si Meshad n'est pas là, pardon, oh là là, ça va être compliqué. Rappelez-vous de l'instant passion, comme dirait Meshad. Je le rappelle à nos auditeurs, pardon, l'instant passion, c'est un sujet, quel qu'il soit, sur lequel, pardon, vous aimeriez que l'on revienne durant ce podcast. Vous avez un peu de chance, vous avez eu un peu plus de 12 heures en plus pour y réfléchir. Messieurs, quel sera votre instant passion à tous les deux? Je commence? Bon, allez, vas-y. Ouais. Allez, moi, ce serait le leadership. Ok, très bien. Ok, moi je pense que ça va rejoindre un petit peu Nico. Alors, je sais pas exactement où il veut dans le leadership, mais pour moi c'est la naïveté de l'équipe dans l'approche de ce genre de match, naïveté qu'on avait déjà un petit peu évoquée quand on a fait le bilan de ce début de saison il y a une grosse semaine, 10 jours. La naïveté de l'équipe. Donc, leadership pour Nico, naïveté de l'équipe pour Jonathan. On y reviendra tout à l'heure, messieurs. Je vous le disais, parlons un petit peu composition. Le 11 est tombé comme chaque week-end ou comme chaque jour de match, 1h15 avant le début de la rencontre. Nous avons eu le temps pour certains d'en débriefer déjà sur notre Discord de l'assaut. Je vous le rappelle, messieurs, David Raya au but. Nico,
prépare-toi. T'inquiète, t'inquiète, j'ai hâte de voir. Ben White à droite, défense centrale habituelle, Gabriel Saliba. À gauche, Calafiori. Milieu de terrain, alors encore une fois, là, l'équipe l'annonce en 4-3-3. Bah, j'y reviendrai, mais je suis pas d'accord. Milieu de terrain, Partey, Rice, Merino, avec Trossard à gauche, Ryan Sterling à droite et Kai Havertz en pointe. Messieurs, la traditionnelle question, qu'en avez-vous pensé à la découverte de ce 11? Bon, il Fausse faut dire allusion. déjà que qu'on se plaint toujours du manque de rotation de d'Arteta. Donc là, bon, pour le coup, on est bien obligé d'avouer que là, il a fait tourner. Mais il fait tourner à quel prix? Et pour Au quelle niveau de la raison, Jonathan? défense, Excuse-moi, je vais me permettre de vous challenger, messieurs, par rapport à ce que vous allez dire, parce que il faut quand même que l'on recadre les choses. Il a fait tourner, oui, bien mais dans sûr. quelles Oui, 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 circonstances? mais Parce non, que mais bien j'ai sûr, pas, mais il est par obligation. oui, enfin, il y avait d'autres choix que ce qu'il a fait. Donc, il a fait tourner, très bien. Moi, défense, j'ai pas de souci. L'attaque, je peux le comprendre. Havertz, indéboulonnable. Trossard à gauche, bon, c'est pas une grosse surprise, surtout que Martinelli est revenu de la Seleção, un certain. Saka qui revient blessé et Sterling a quand même été recruté pour combler ce poste à droite. Donc là, j'ai pas vraiment de souci. Moi, là où ça me dérange un peu plus, c'est au milieu de terrain avec ce trio Partey, Rice, Merino, où ça manque quand même grandement de créativité. Euh, le placement de Merino sur le terrain, bah, quand même, on l'a souvent vu très très haut. Et alors, je vais revenir sur quelque chose, mais Ethan Nwaneri, Ethan Nwaneri en première ligue, avant le match d'hier, c'est 9 minutes. Et alors j'entends beaucoup d'arguments comme quoi oui, il faut le traiter avec parcimonie, il faut pas le brûler. Mais bon, entre qu'un joueur ait 9 minutes de temps de jeu sur cette journée de première ligue et le brûler, je pense qu'il y a un juste milieu. Et donc, bah, hier, il est rentré à la 81e, 80e, super pour jouer 15 minutes. Et, et je sais pas, ça aurait peut-être valu le coup ça aurait peut-être valu le coup de l'essayer sur ce genre de match, alors qu'on l'ait pas tenté sur des Tottenham, qu'on l'ait pas tenté sur des City, sur des PSG, sur de l'Atalanta. Ok, mais il y a peut-être autre chose à se mettre sous la dent qu'un match contre Bolton Wanderers en je sais plus quel tour de Carabao Cup. Donc je trouve ça un peu dommage d'avoir mis enfin, ces trois joueurs-là, en tout cas, Partey, Rice et Merino, alors qu'on aurait pu se refaire un milieu de terrain avec Rice en 6, Merino dans son poste 8 à gauche, qui est quand même la raison pour laquelle il a été recruté, et Nwaneri à la place d'Odegaard, enfin, Nwaneri est quand même, entre guillemets, un petit peu censé être le backup d'Odegaard et quelqu'un qui a de la créativité. Et je pense que contre une équipe comme Bournemouth, ça pouvait le faire. Ouais, Jonathan, Voilà, pardon, excuse-moi, Nico, juste avant de te vas-y, donner la vas-y. parole, on va peut-être rappeler juste qui était sur le banc au coup d'envoi. Puisque, comme disait Jonathan, il a fait tourner par obligation, mais il a fait des choix, et ces choix laissant d'autres joueurs sur le banc. On va les rappeler, il y avait Kivior, il y avait Martinelli, qui revenait de la Seleção, blessé, incertain, donc il commence sur le banc. Il y avait Gabriel Jesus, il y avait Nwaneri, il y avait Setford, il y avait MLS, il y avait Lewis Kelly, pardon, il y avait Jorginho, Zinchenko et Kabia, je crois, pour les remplaçants. Nico, qu'as-tu pensé de cette Moi, je compo? vais pas être très original par rapport à Jonathan. Euh, la titularisation de Merino, on peut la comprendre dans un sens, mais pas à ce poste-là. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut la comprendre dans un sens parce que finalement, bah, il a fait quelques rentrées, il commence à être a priori disponible. Je vais pas dire fit, mais disponible. On peut comprendre qu'il intègre le 11 de départ, mais cette position, elle est gênante parce que, et ça revient à ce que disait Jonathan, c'est que nous, aujourd'hui, dans notre équipe, on a un manque de créativité enfin, abyssal. On en avait parlé sur le match de Southampton aussi, c'est ce qui commence à faire grandement défaut.
Et il était annoncé qu'à un moment donné, enfin, on allait perdre de ce fait. Donc, moi, Nwaneri, effectivement, déjà contre l'Atalanta, je crois que c'était quelque chose qui était manquant. Là, c'était l'occasion de le lancer. Après, est-ce que la tournure du match fait qu'il y avait peut-être quelque chose de prévu pour lui plus tôt? On ne saura pas. Mais là, il faut le mettre titulaire et on le voit quand il rentre, il anime et on demande ça. Et ça reviendra un petit peu, on en parlera peut-être plus tard, mais sur cet aspect leadership, c'est qu'il faut du leadership dans la créativité. Et là, on n'en a pas du tout. Donc, je rejoins complètement Jonathan. Et le problème, c'est qu'on risque d'avoir, enfin, on risque, c'est pas un risque, enfin, c'est bien, Odegaard va revenir, mais le problème, c'est qu'on n'aura pas capitalisé sur l'absence d'Odegaard pendant presque deux Ouais, mois pour donner du temps de jeu et donner de la confiance et donner de l'expérience à Nwaneri sans qu'il joue comme Saka tous les matchs 95 minutes, quoi, ou 100 minutes. Donc, entre l'un et l'autre, il y avait, je pense, un juste milieu à trouver où on n'y est pas du tout. exactement. Et sur le retour d'Odegaard, enfin, on voit des choses très différentes. Je suis un peu perdu. C'est la semaine prochaine ou dans un mois? Ah, pour moi, Liverpool, enfin, Raoul, je sais pas ce que tu en penses. Pour moi, Liverpool, c'est mort. Je, Ouais, Non, trop court. Bah, enfin, moi, je vois pas Odegaard, alors à moins que le Norvégien ait des capacités athlétiques hors normes, mais il va lui manquer, il va malheureusement lui manquer du rythme. du rythme et du temps de jeu. Je le vois pas, je le vois clairement pas. Alors déjà, je le vois clairement pas commencer, mais je suis même pas sûr qu'il soit capable d'être dans le groupe. Alors après, est-ce que c'est le mettre dans le groupe en disant je rajoute du leadership et je rajoute notre leader même s'il est sur le banc? L'avenir nous le dira, mais avant de parler du match de Liverpool, parce que c'est un des sujets que moi je veux aborder, moi je vous rejoins complètement, même si vous ne me l'avez pas demandé, mais je vous rejoins complètement sur la définition même du 11 de départ, à savoir qui était censé animer le jeu. Et moi je vais vous reposer une question, messieurs. Quel schéma tactique avez-vous vu? Je l'ai posé hier sur le Discord, hein. Mm. Euh, et Louis et Guillaume m'ont répondu tous les deux très rapidement un 4-3-3. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette réponse-là? Est-ce que vous avez vu, pardon, également un 4-3-3 sur le terrain, ou est-ce que vous avez vu un schéma tactique somme toute différent, sachant que quel que soit le schéma tactique qui est envisagé en début de rencontre. Les schémas techniques sont aussi là, et surtout à ce niveau-là, pour être adaptés. On va pouvoir retrouver un 4-4-2, un 4-3-3 ou un 4-2-3-1 dans la même rencontre avec les mêmes joueurs. Mais est-ce que vous aviez vraiment moi, j'ai, l'impression qu'on était en 4-3-3? moi, j'ai plutôt vu un espèce de 4-2-3-1, moi, avec Merino qui était, alors surtout sans le ballon en position de pressing, qui précise super haut. Et il a quand même un physique très impressionnant, Merino, et je l'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé ça super fluide, quoi. Ouais. Jonathan. Alors le Euh, 4-2-3-1, au- j'hésiterai vraiment, Jonathan, parce que le 4-2-3-1, t'as vraiment ces deux. C'est pas deux pivots, mais tu as deux 6 qui sont quand même assez proches l'un de l'autre. Et moi, j'ai rarement vu que ce soit Rice Partey ou Merino Partey très proches. Mais moi, j'ai l'impression en- qu'on évolue vraiment plus dans un 4-4-2 et donc, dans ton 2, il y a mouvant, mais. qui? Bah, Il y a Ouais. qui dans en ton fait, 2? le problème, c'est ce qu'on on se l'est dit ce matin, parce qu'on on s'appelle aussi en dehors des podcasts, c'est pas un secret. Et c'est ce que je te disais, c'est que le problème, c'est que à partir du moment où tu as défini ou que tu estimes avoir détecté un plan de jeu, alors le 4-4-2, il était très visible par contre en phase défensive. Je vous invite vraiment à regarder les 25 premières minutes avant l'incident, mais vous verrez que sur des phases défensives, on voit vraiment les deux lignes de 4 avec Havertz qui est généralement assez haut et un deuxième joueur. Et c'est là où je En c'est là général, où, Merino.
Pour moi, c'était en général Merino qui faisait ce Assez pressing. souvent Merino, ouais, mais des fois ça pouvait être un petit peu Sterling qui était un peu plus axial ou un petit peu Trossard, mais en tout cas voilà, le schéma tactique pour moi il était assez clair, du moins en phase défensive. Mais c'est ce que je disais Jonathan ce matin, alors non pas en préparation, mais dans un call complètement dissocié, c'est que aujourd'hui, et j'en ai parlé, je crois, pendant le podcast du bilan. J'adore le dépassement de fonction des joueurs. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé dans le football parce que je trouve que c'est là où tu gagnes les matchs. Mais là, je trouve ça en devient presque ridicule. Et encore une fois, je le répète, hein, on n'est pas à chaud euh, et ça reste que du foot. Mais là, de vouloir faire évoluer, alors d'avoir des profils de joueurs capables d'évoluer tantôt arrière gauche, tantôt défenseur central, ou tantôt 6 tantôt 8 ou de nous faire croire que. Mais à un moment donné, le dépassement de fonction, si déjà les mecs ils font ce qu'on leur demande, ça sera déjà bien. Et puis avant de dépasser ces fonctions, respectons les fonctions initiales. Et Rice, encore une fois, débute le match sans être en 6. À un moment donné, euh, cher Mikel Arteta, si on veut gagner le championnat, et je pense vraiment que l'on veut le gagner, il faut savoir faire des choix. Et là où je vais vous rejoindre complètement, pour moi, dans la compo d'équipe, franchement, les trois de devant, franchement, je m'en fous un peu. Parce Exactement. on connaît pas l'état de forme des uns et des autres, de retour de sélection, de retour de convalescence, etc. Mais à un moment donné, le 11 de départ, en tout cas le milieu de terrain, on devait évoluer dans un 4-3-3 habituel et on devait avoir Rice en 6 parce que Rice en 6 encore une fois, il est monstrueux. Dès l'instant où il est redescendu, il a repris un impact physique dans le game. Il était capable même de perforer, de monter balle au pied, etc., comme il sait le faire. Mais là, on le cantonne de nouveau, à un moment donné, à un poste de d'ailier gauche ou de milieu gauche, mais tellement dégueulasse, tellement inutile pour Rice. Et pour moi, à un moment donné, si Merino est de retour, que ce soit Ødegaard ou que ce soit Nwaneri, si on veut gagner de championnat, même si Bournemouth, et je crois que c'est Guillaume qui avait fait l'avant-match, hein, Jonathan, et il le disait que Bournemouth, c'est pas quelque chose qui. C'est forcément, bien entendu, dans les standards d'Arsenal, et on doit être capable d'aller gagner là-bas, mais c'est pas une équipe de peintres, et on ne l'a jamais dit, et on sait que les déplacements là-bas sont compliqués, mais à un moment donné, il faut faire confiance à Nwaneri, parce que toi, tu dis qu'on a peur que peut-être qu'Arteta a peur de le cramer, mais à force de le laisser sur le banc, on va le momifier, ce gamin, quoi. Et tu dois avoir sur un 11 de départ. Alors, on va toujours nous dire, ouais, mais les gars, vous discutez toujours après le match. Si on remporte le match 4-0, c'est pas pareil. Et détrompez-vous vraiment. Parce qu'on discute entre nous sur le Discord de l'assaut ou même entre nous sur le Bah, groupe de jeu. et que Et sur le là, 4-2 de Leicester, sur le 4-2 de Leicester et sur le 3-1 de Southampton, on n'était pas satisfait non plus pour certaines raisons. bien sûr, donc on dit pas, on ne communique pas après coup en fonction du résultat, mais sur ce match-là, vraiment, et encore plus sur ce match, vraiment sur ce match-là, où tu te déplaces à Bournemouth et que tu as un banc et que tu es capable toujours de changer, si vraiment ça marche pas, ben tu changes, mais tu dois avoir Rice en 6, partez, merci Thomas, mais à un moment donné, si les gens que l'on a recrutés, pardon, j'ai la voix qui s'enroue, que l'on a recrutés pour être performants sont fit, alors on doit avoir Rice en 6, on doit avoir Merino en 8, et on doit avoir en l'absence sur ce match-là, en l'absence de garde, sachant qu'on prépare Liverpool, on doit avoir Nwaneri qui commence le match. Et après, les trois devant, les gars, on s'en fout. Vraiment, on s'en fout. Parce que déjà, on a une animation offensive qui va permettre les mouvements. Déjà. Et on en reparlera dans l'aspect deuxième mi-temps quand quand le jeune Nwaneri est rentré. Alors certes, il n'est rentré que une dizaine de minutes ou peut-être un quart d'heure avec le temps additionnel, mais il a tout dynamité ce gamin. Ouais, Et ouais. à 10 contre 11. Donc à un moment donné, si on ne lui fait pas confiance là, on va faire quoi? L'année prochaine, on va pleurer parce qu'une équipe de PL va allonger 35 millions pour le recruter et que le gamin il aura marre de ne pas avoir de temps de jeu et qu'il va dire, bah, écoutez, messieurs, bah voilà, j'ai tenté ma chance, on me l'a pas donné, j'ai envie de jouer au foot, c'est ma passion et je me casse. Et on va dire, ouais, mais non, le gamin, il a aucune reconnaissance, l'académie, etc. Mais la reconnaissance, il faut aussi qu'on lui la donne. Et s'il n'est pas performant, ben, il faudra qu'on le dise aussi et on saura le dire.
Et on pourra peut-être dire qu'il est trop jeune ou qu'on s'est trompé, etc. Mais à un moment donné, je Mais on suis. l'aura vu. Mais on l'aura vu. Là, alors, il rentre. Alors, je sais plus. Alors, attendez, j'ai pas raconté une connerie, mais il rentre 81e. à la Ouais, voilà. 81e et on est déjà mené 2-0. Oui. Hmm. Voilà, donc il rentre à 2-0. T'attends quoi? Tu vas demander à un gamin de 20 ans d'être le Messi, de ramener ton équipe à 3-2. Ah, soyons un petit peu raisonnable et un petit peu sérieux là-dessus. Et donc voilà. Donc moi moi j'étais en colère quand j'ai vu le 11. Nico, Nico, la formation? Et moi, en fait, j'ai l'impression qu'on est plus sur un 4-5-1. Pourquoi? Parce que je vois que moi j'ai eu l'impression qu'Kai Havertz sur ce match-là, il était très 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 esselé. Et ça m'a donné ce sentiment que vraiment il était tout seul devant. Et par contre, le milieu de terrain, j'ai l'impression que c'était un fouillis total. Effectivement, on parle de dépassement de fonction. Et je rejoins Raoul là-dessus. C'est que là, c'est un dépassement de fonction, mais qui en fait part dans tous les sens. C'est un vrai bordel Au sur le début. terrain. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est pour ça, au bout d'un moment, moi, je dirais 4-5-1, parce qu'en gros, pour moi, bon, il y avait les quatre défenseurs classiques, voilà, pas de souci. Au milieu, c'était n'importe quoi. Tout le monde allait enfin, tout le monde allait partout et nulle part à la fois. Et il y avait Havertz devant qui essayait de récupérer les ballons de Raya, qui lui envoyait, magnifiquement. Et, enfin, voilà, je crois que c'est un des rares matchs d'Arsenal où j'ai vu autant de peu d'organisation au milieu de terrain. Euh, Ça m'a surpris. Après, Raoul, sur le côté Declan Rice, sur le côté gauche, je l'ai moins vu que sur les matchs où tu l'avais noté précédemment. Ça m'a moins choqué là, sur ce match-là. Je l'ai vu un peu plus dans le milieu de terrain, mais bon, je dit que une belle Bah, bouillie, en quoi. même temps, Vraiment, on va y revenir très rapidement, mais on a évolué très rapidement en 10 contre 11. Donc déjà, la tout à fait. réorganisation se, C'est se vrai. fait. Mais tu vois, moi sur le 4-5-1, vraiment, je te rejoins, je trouve qu'on est en 4-5-1, et surtout en phase offensive. Le 4-4-2, on le retrouve plutôt pas mal. Alors en fait, c'est un 4-4-2 Ouais. glissant qui transforme en 4-5-1, et en phase offensive, on va se retrouver avec un 9,5, on sait jamais lequel c'est, etc. Ouais, voilà. Avec des attaquants qui rentrent, qui essaient de libérer des espaces. Mais franchement, et encore une fois, avec toute j'allais dire ouais, Bienveillance. La la modestie que bienveillance. l'on peut avoir. Non, mais toute la modestie que l'on peut avoir, parce qu'encore une fois, on le répète à chaque fois, nous ne sommes pas des professionnels, nous ne sommes pas entraîneurs de foot, nous sommes des passionnés, etc. Certains ont fait plus de foot que d'autres, etc. Mais sur ce match-là, c'était du grand n'importe quoi. Vraiment Hmm. grand n'importe quoi. Mais même avant l'expulsion. Ah bah, c'était 25 minutes de fébrilité. Ouais, complètement. Bah, tu parles de 25 minutes, ça fait 25 minutes qu'on parle de la compo, messieurs. Et Ok. je pense qu'on pourrait encore en parler très très longtemps. Je vous invite à aborder cette première mi-temps. Bah, L'avant, l'avant fébrilité. et l'avant et après, si vous le voulez bien. Fé- Fébrilité pendant 25 minutes, malgré qu'on ait une possession, je crois qu'on est plus ou moins 60-40. Mais c'est vrai que on s'attend face à des équipes comme ça, Arsenal, bah, tu veux asphyxier, tu veux mettre ton empreinte sur le jeu dès le départ. Et là, pas du tout. Enfin, ben, ça a été très, très flottant, j'ai trouvé, jusqu'à cette 26e minute. Il y a Sterling qui fait quelques trucs à droite. Euh, mais ouais, je sais pas, On arrive, Nico, on j'ai trouvé arrive. ça, j'ai trouvé ça super flottant, moi. Ouais. C'était bride. Nico, Ouais, bah, je t'ai vu hocher de pareil. la tête par rapport à Sterling, Oui, oui, oui. Alors, notamment. juste avant d'en reparler de Raïm, c'est un début de match très différent des autres matchs d'Arsenal. Comme tu dis, Jonathan, d'habitude, on a au moins allez, 10-15 minutes où ils essaient d'emballer à fond, de mettre du rythme. Et là, c'était totalement l'inverse. C'était très, peut-être, je sais plus quel terme t'as utilisé, Jonathan, mais moi j'avais noté prudent en fait. On a l'impression qu'ils avaient peur de quelque chose. Et bon, Bournemouth, moi je reviendrai rapidement dessus plus tard, mais je trouve que c'est une bonne équipe. Et bon, ça reste Bournemouth quand même, quoi. Normalement, on n'a pas à avoir être prudent d'une équipe comme celle-ci. Ouais, d'habitude, voilà, c'est ça. On a l'impression d'un match rythmé qui se lance. Et là, rien du tout. Il y avait rien. Et pour rebondir sur Sterling. Oui, il y a un moment donné, je crois qu'il y a une action où il essaye,
il accélère un petit peu, mais moi je l'ai trouvé insipide et assez peu investi en fait, même dans son rôle. Il y avait des replis défensifs qu'il devait faire. Alors certes, il arrive dans l'équipe, il les a pas spécialement encore, c'est pas acquis peut-être, mais il les faisait pas. Tout de suite, il lève les bras, tout de suite, il arrête de courir. Alors, on connaît un peu le joueur, mais moi, c'est quelque chose qui me va pas. Enfin, sur un début de match, alors qu'il n'y avait pas de fait de jeu en plus à ce moment-là, et donc normalement, il n'y a pas de situation d'agacement qui peuvent te faire en sorte que tu parles à l'arbitre, ce genre de choses. Mais là, dès le début du match, je trouvais qu'il était pas dedans. Il était Mais déjà alors, en train de râler. t'es gentil de dire qu'il vient d'arriver, qu'il a peut-être pas encore les réflexes. C'est quand même, Oui. c'est pas un joueur de 20 ans, c'est quelqu'un enfin, qui a fait les trois enfin, qui a son quatrième grand club anglais. Oui, on est en mesure d'attendre plus, absolument. Il faut le dire comme ça, quoi. Ouais, Ah ouais, ouais, mais je parlais, en fait, c'était surtout sur le fait de, avec White, tu vois, d'avoir cette idée de reprendre l'espace laissé par White, de le couvrir, etc. Il y a peut-être cette communication qui est pas encore spécialement là, et comme c'est son premier match comme titulaire en PL, je crois, sur la droite, bon, c'est pour ça que je dis peut-être que ça va venir plus tard, mais je l'ai trouvé, ouais, vraiment pas investi. Ouais, voilà. alors, si vous me permettez une parenthèse sur Sterling, messieurs, et je vais vous dire ce que j'en pense et j'écouterai avec attention vos remarques. Mais c'est ce que je disais à mon pote Pierrick, dont je parle assez souvent, quand on a regardé le match ensemble hier. On peut critiquer Sterling. Moi, j'ai pas de problème. Oh, c'est clairement pas l'un de mes idoles ou l'un de mes joueurs préférés. Je suis pas là à prendre sa défense tout le temps, etc. Mais moi, je me pose une question. Euh, Sterling, on le connaît tous, alors, à moins qu'il ait changé, hein. Comme dirait Mecha, on a vu Sterling. Mais Sterling, l'une de ses qualités, c'est balle au pied et sa vitesse. Sterling, je l'ai jamais connu bon arrêté. Saka, il est capable, tu sais, sans avoir beaucoup de vitesse dans sa course balle au pied, il est capable d'aller faire un crochet, deux crochets, etc. Sterling, si tu joues pas sur ses qualités qui sont pour moi la profondeur et sa vitesse, ça devient déjà, il est pas, c'est pas un top player chez nous pour le moment, mais c'est même plus un joueur lambda, c'est un joueur inintéressant. Et sur la première mi-temps, Sterling, il a été utilisé souvent, non pas dans la profondeur, mais on jouait avec lui dans les pieds. Et je ne vais pas dire qu'il ne sait pas le faire, il est international anglais. Comme vous l'avez dit, il est passé par City, Liverpool et Chelsea. C'est pas non plus des clubs anodins. Mais dans son jeu, Nico, je trouve que, contrairement à Saka, l'entente avec White ou avec n'importe quel latéral derrière lui va être compliquée parce que c'est pas un joueur qui va être capable enfin, pas de fixer, mais tu vois, d'attendre le ballon balle au pied. Saka, en fait, Saka, c'est un joueur, tu dois lui donner la balle dans les pieds. Tu verras toujours, il fera toujours appel contre appel, balle dans les pieds et il prend de la vitesse. Sterling, c'est l'inverse. C'est un mec à qui tu dois donner le ballon lorsqu'il est lancé, c'est-à-dire dans le dos de la défense ou Mais, entre un défenseur central et le latéral, etc. Et il doit prendre de la vitesse. Et les rares fois où il a pris de la vitesse avant de sortir, il a été capable une ou deux fois sur son côté droit de ramener des centres, qui n'ont rien donné, certes, mais de ramener des centres. Et dès l'instant où il était à l'arrêté, il est beaucoup moins intéressant. Mais du Ça, coup, il y c'est a deux mon sous. avis sur Sterling. Pardon. Ouais, mais il y a deux soucis parce que là, enfin, effectivement, sa vitesse c'était son point fort, mais ça l'est de moins en moins parce qu'il est beaucoup moins rapide que par le passé. Mhm. Et ensuite, là, on revient aussi, et pour le coup, je lui jette pas la pierre là-dessus, c'est qu'on revient sur l'animation offensive. Étant donné qu'il n'y a pas d'animation offensive, on est obligé quasiment de lui donner dans les pieds parce que du coup, il y a aucun décalage et c'est plus difficile de le lancer en profondeur. Donc, c'est moi là, je parlais pas forcément. Enfin, c'est plutôt sur son investissement. Voilà, Après, tu parlais de son body language, etc. Là, de toute voilà, façon, c'est quel que ça. soit le bien joueur, à sûr. partir du moment où Après, il a quand même eu à deux opportunités, il a quand même eu deux opportunités, 16e et 20e, où à la 16e, il arrive à transpercer deux défenseurs. Et il a, si je dis pas de bêtises, trois joueurs dans la surface de réparation à qui il peut Mais passer.
Mauvaise prise de décision, il tire, hein, bon, même si c'était hautement improbable que ça passe, mais il le fait quand même, alors qu'il a trois personnes qui sont là. Et il y a une autre fois à la 20e où il essaye un espèce de lob alors qu'il a Havertz à droite qui dédouble, qui offrait encore une autre. Hmm. Donc, sur le peu de temps qu'il a passé sur le terrain, en 5 minutes, il y avait une bonne opportunité, mais encore deux prises de décision Pour le coup, pas qui les bonnes. étaient pas tip top. Messieurs, si je vous propose d'arriver à ce fameux moment charnière de la première mi-temps, sachant qu'on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, ni d'un côté ni de l'autre, avant la 25e minute, est-ce que ça vous va? Très Parfait. bien. Ok. Et donc, je vous parlais de moment charnière, l'expulsion de William Saliba. Encore un rouge, le troisième, ça y est, on a dépassé notre total de cartons rouges de l'année dernière. Pour ceux qui ont écouté le podcast sur le bilan des mois de septembre et d'octobre, comprendront pourquoi je dis ça, puisqu'on a fait un focus sur la partie discipline. Mais pour le coup, alors, j'ai l'impression, même si ce matin, sur X, j'ai vu des gens qui criaient au complot que c'est Howard Webb qui aurait demandé. Bah, bref. Oui, ouais. Bref. Ouais. Mais est-ce que déjà, messieurs, vous êtes d'accord avec moi pour dire, en tout cas nous trois, encore une fois, ça n'engage que nous, et puis ceux qui ne seront pas d'accord pourront toujours nous le dire en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce carton rouge, il est complètement justifié? Bien sûr. Bien sûr, il est totalement, enfin, pour moi, il est totalement justifié. Alors, sans parler Euh, de fautif ou de pas fautif, juste que l'on ouais, soit bien voilà. d'accord avec les auditeurs, est-ce que pour toi, quand tu vois l'action, tu te dis il y a rouge? Bah, moi, pour moi, oui. Quand il sort le carton jaune au Ok, départ, je me dis, on ouais, s'en bah, sort on est super bien. chanceux. Ouais, ouais, ouais. Et je pense que Saliba, il le sait aussi quand tu vois, il y a à un Oui, moment oui, donné, il y a oui, un oui, gros plan sur carrément. lui, on s'en doute. Jonathan, est-ce que toi, en plus, tu as vu le match deux fois du coup, est-ce que, parce qu'après on pourra débattre de ça si vous voulez, bien entendu, mais est-ce que tu es d'accord avec nous, du coup, pour dire que le carton rouge est justifié? Encore une fois, sans parler de la conséquence, de la cause, de la faute de qui, on va y revenir juste après, mais voilà. Non, Est-ce non, que... non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, écoute, je vais être tout à fait honnête. Raoul, qu'est-ce que j'ai fait au moment de la faute? Quel a été mon premier réflexe au moment de la faute? Alors, le premier, je sais pas, mais tu m'as appelé. Voilà. Et je t'ai dit, enfin, alors, j'entends qu'il y ait, Oui, tu m'as demandé si c'était justifié le rouge. Ouais. Bah, sinon, j'entends qu'il y ait cette règle de dernier défenseur, alors en anglais c'est denying goal Hmm. opportunity, tout ça. Et donc je l'accepte, il n'y a pas de souci. Si c'est ça, très bien. Euh, Après, c'est vrai que bon, moi, il y a des trucs où tu vois des trucs en PL avec des joueurs qui se prennent des coups. Enfin, l'exemple que je t'ai donné hier au téléphone, c'était le match contre Brighton. Une fois que mais je t'ai dit que c'était Rice, pas le bon exemple. je sais, j'entends, mais c'est quand même sous caméra une action où Rice se prend un gros coup, qui pour moi est volontaire du joueur de Brighton et où il y a rien du tout. Et là, c'est vrai que bah, la faute, alors oui, très bien, le dernier défenseur, on lui bloque l'accès, pas de souci. Mais bon, c'est vrai que j'ai quand même du mal à l'avaler. Après, la règle est ce qu'elle est, et il n'y a pas à la remettre en cause. Alors, tu m'as convaincu en 30 secondes, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que waouh, c'est quand même c'est quand même assez balèze. Bon, Mais un joueur comme Saliba qui est aussi rodé, dont alors on est conscient pour maintenant cette saison. on va y venir. Là, messieurs, maintenant, on va y venir très clairement parce que c'est là où s'il y a débat, et il y en a eu hier soir entre nous déjà, hein, vous le savez, si vous avez suivi nos échanges avec, notamment avec Louis, que je salue, que j'embrasse, on va y revenir sur le côté cause-effet, effet papillon, tout ce que vous voulez. Et du coup, Jonathan, vu que tu nous disais que tu avais regardé le match ce matin, une deuxième fois, euh, tu peux nous factualiser les choses ou nous décrire ce qui se passe juste avant la faute de Saliba Oui, bien sûr, bah pour c'est remettre en contexte? le ballon est dans les pieds du gardien de Bournemouth, Kepa, qui dégage sur le côté droit au niveau de la ligne médiane. Ça tombe dans les pieds d'un de ses joueurs qui est dos au jeu, qui remet la balle sur Trossard.
qui maladroitement la reprend d'une espèce de volée qui part dans le dos de Saliba. Alors, autour de lui, en même temps, on a Trossard, on a Gabriel, on a Partey qui est pas loin, et ça part dans le dos de Saliba qui fait la faute Qui accroche au moment l'attaquant où et qui fait qui faute. accroche Parce que, l'attaquant à ce moment-là. encore une fois, la faute, elle est là. Ok, donc là, on est sur le contexte. Avant de parler des conséquences, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Alors, moi, j'en ai dit beaucoup hier soir. Euh, et notamment, Louis n'était pas d'accord avec moi. Et c'est ça un petit peu la magie de l'assaut, c'est qu'on supporte la même équipe, mais qu'on n'est pas forcément toujours aligné. Et s'il avait été là aujourd'hui sur le podcast, ça aurait été avec plaisir que j'aurais débattu avec lui, sans pour autant devoir trouver une vérité absolue, parce qu'on a tous nos sensibilités différentes. Mais moi, j'ai un peu de mal. Or déjà, pour moi, le seul fautif là-dedans, c'est trop ça. Parce que son geste technique manqué, ça passe en retrait. Je sais même pas, parce que quand on regarde au plan large, quand il fait cette passe en retrait, je sais même pas qui veut la donner. Est-ce qu'il veut la donner à Raya, qui est quand même 40 mètres plus loin? Espérons. Ouais, mais après, c'est pas dérangeant, parce que si tu veux la remettre à Raya et que ton geste technique, il est réussi, Nico, bah, ok, tu replaces. Le problème, c'est que, qu'est-ce que, ben, le geste technique de Trossard, du coup, de Turpin, comme dirait Méchad, il est dégueulasse et il est manqué. Mais, sur le moment, quelles sont les solutions de Trossard? Je vous les pose ces questions, messieurs, hein. Quelles sont les solutions de Trossard? À qui il peut la donner? Et est-ce que autour de lui, on a fait les déplacements ou est-ce qu'on a les positions suffisantes pour, euh, pour lui permettre de faire quelque chose? D'une part, voilà, c'était trois questions qu'on va essayer de répondre ou que je vous invite à répondre, messieurs. Alors, pour les déplacements qui lui permettraient d'avoir des solutions, ça revient sur ce qu'on disait effectivement. De toute façon, il y a pas suffisamment d'animation pour qu'il y ait du rythme, pour qu'il y ait plusieurs possibilités de passe, etc. Donc non, probablement que il n'y a pas suffisamment de possibilités qui lui sont offertes en termes de passe. Qu'est-ce qu'il peut faire? Déjà, il peut essayer de la contrôler. Ça peut être un bon début. Euh, Trossard, c'est quand même pas normalement le plus maladroit aussi pour orienter son corps et donc contrôler et essayer de repartir de l'avant, par exemple. Et Euh, il plante son geste technique. voilà. Donc non, il a plusieurs solutions qui lui sont offertes. Moi, Bah, ça passe en le retrait. contrôle, ouais, ok, le contrôle, et après? Et même, alors, s'il fait le contrôle, ok, il manque pas sa passe, etc. En tout cas, il ne le manque pas sur l'instant. Ouais. Mais s'il contrôle, il en fait quoi après de sa balle? Il la met en touche, il dit, ouais, les gars, j'ai personne à qui la donner. Non, non, ben non, mais c'est là où je te dis, il y a aussi l'animation qui pêche. Si tu as une animation offensive ou d'équipe où où t'offres plusieurs possibilités, c'est là où lui derrière il peut faire une passe. Mais là, de mémoire, je l'ai pas l'action sous les yeux, mais de mémoire, il me semble que t'as au moins, alors peut-être que Calafiori est pris, mais t'as au moins Gabriel qui est seul, je crois, en Ah, retrait. Non? tu veux jouer avec les mots, t'as Calafiori qui a, encore une fois, et c'est là où moi ça me saoule. Parce que Dis-moi. au moment où Trossard veut faire sa passe, on sait pas qui, il y Ouais, a Calafiori qui est sur Le long de la ligne, qui est selon la voilà. ligne qui est sur son attaquant. Il y a Gabriel, et je vais y revenir. Il y a Oui, Gabriel oui. qui a 1 mètre de Calafiori, ok? Et t'as Partey qui est un peu plus axial à, on va dire, à 4-5 mètres de l'occasion. Donc en fait, on a trois joueurs pour deux joueurs de Bournemouth, je crois. Mhm. Et après, on a Saliba qui est en un contre un avec son attaquant. Donc, il n'a pas énormément. Alors, tu peux me dire, ouais, il peut la donner à Gabriel, puisque Gabriel est tout seul, mais Gabriel, il est quasiment collé à Calafiori. Et la position de Gabriel, pour moi, elle est vraiment problématique, non pas dans la perte de balle de Trossard,
Mais parce qu'il n'a pas à être là, bah, Guillaume et Louis, si vous m'entendez, si vous écoutez ce podcast-là, je, vous me dites que la position de Gabriel à cet instant-là ne vous dérange pas, mais pour moi, elle n'a pas à être là. Vraiment pas. Pressing, pas pressing, etc. On est sur une balle, comme dit Jonathan, dégagée par le gardien, elle revient dans nos pattes, etc. Mais restons, gars. Pourquoi aller faire le surnombre à ce moment-là? Et si tu vas faire le surnombre, à ce moment-là, tu dois t'assurer que derrière toi, et là je parle à Gabriel, que tu dois t'assurer que tu as une couverture. C'est-à-dire que si toi, Mm. tu décides de monter, tu dois t'assurer que White rentre dans l'axe pour te couvrir, mais White, il a déjà quelqu'un et voilà. Tu dois t'assurer peut-être que, du coup, pas Partey, parce que Partey est à côté de toi, mais peut-être que Rice est venu te remplacer. La position de Gabriel, pour le coup, pour moi, elle est problématique. Encore une fois, je le dis, le responsable dans tout ça, l'effet papillon, le commencement, c'est le geste technique manqué de Trossard. Mais après, mais pour moi, il y a une aberration de choses. Et c'est là Mais où moi, je suis en colère depuis hier soir et je ne décolère pas. Jonathan, Mais ça reste du foot. juste avant de te laisser, il y a juste un truc. Là, je viens de regarder l'action. Gabriel est haut, Saliba l'est aussi, White aussi. Et en fait, t'as les deux joueurs de Bournemouth qui sont hors jeu. Donc, j'ai comme l'impression que si voilà, en fait, c'est la remise de Trossard C'est qui remet en Mais bien jeu. sûr, c'est Trossard qui les remet en Voilà. jeu, bien sûr. Et c'est ça où je trouve, enfin, ta remarque sur Gabriel, je la comprends. Mais dans l'action qui est en cours, finalement, dans la tête de Gabriel, je dis, bah, c'est bon, les deux joueurs sont hors jeu. Alors, je te le formule autrement. Sur l'action, si tu viens de la revoir, Nico, Ouais. dis-moi, dis-moi, quel est l'intérêt de Gabriel d'être là à ce moment-là? Explique-moi. C'est ça, en fait, je comprends pas. J'en ai parlé. Nico, il a bugué. Je crois que je lui ai fait peur. Ah non, il est de retour, Nico. Pardon, tu étais figé, Nico. Excuse-moi, je me suis dit Désolé. que j'allais te faire pleurer. Non, non, tout Mais va non, bien. mais encore une fois, sur dans le jeu, qu'apporte la présence de Gabriel? Et si vous avez écouté bah, tu étais avec nous dans le débris de Southampton, Ouais, où toi tu mets Saliba en flop, ouais. parce que sur le but, tu dis qu'il défend mal. Et moi, je te dis déjà, où est Gabriel? Rappelle-toi, je te dis, il est où Oui, oui, Gabriel? oui, Dans ce oui, fameux complètement. dépassement de compte de fonction qui commence, moi, à me rendre malade, qu'est-ce que Gabriel fait là? On peut dire, ouais, il va presser, etc. Mais il va presser quoi? Le ballon, il est dans les pieds de Trossard. Tu veux aller presser Trossard pour lui prendre le ballon? Pas besoin, il la donne lui-même à l'adversaire. Et là Non, où je non, vais ouais, un peu plus loin, effectivement. et je vais vous laisser un petit peu, messieurs, la parole juste derrière, parce que là, encore une fois, ça reste du foot, mais je m'enflamme, parce que c'est le tournant du match. On a beau dire ce que l'on veut, c'est le tournant du match. Après, on prend le rouge, et après, qu'est-ce que l'on décide de faire? Ça va être une autre problématique, et là, on va peut-être parler de leadership et d'ambition, etc. Mais euh, j'ai perdu le fil. Gabriel, etc. Oui, Trossard, 99,9% responsable de ce rouge-là. Après, on peut dire, ok, Saliba, à partir du moment, et tu l'as dit toi-même, le genre, il est hors jeu. Donc, il est dans le dos de Saliba, mais Saliba, il n'a pas un mauvais placement. Puisqu'il est en train de monter, il met son joueur hors jeu, ce qui en soi est ce qu'on lui demande, etc. Sauf que la balle vient d'un joueur d'Arsenal et non pas d'un joueur de Bournemouth. Donc on remet le joueur en jeu. Là, et j'ai dit la même chose à mon collègue hier pendant qu'on regardait le match, mais là, ça se passe, les gars, on parle il n'y a même pas 2 secondes de décision. À la 25e minute, avec le recul, tu demandes à Saliba, tu dis, OK, maintenant, tu as l'occasion de faire pause et de dire, je prends 30 secondes de réflexion. Je fais quoi? Mais tu le laisses partir, le mec. Mais tu laisses partir. Est-ce qu'il vaut mieux, Va en face à face avec Raya, joue sur ta pointe de vitesse pour essayer de revenir, etc. Et quand bien même on prend le but, on a 65 minutes à 11 C'est contre ça. 11 sur le moment voilà, pour Mais revenir. c'est là-dessus, est-ce Jonathan, qu'il vaut effectivement, mieux, je pense qu'il, est-ce qu'il vaut mieux être à la 25e, perdre 1-0 au score à 11 contre 11 ou être à 10 contre 11 à 0-0? Ah ben William voilà. Saliba.
C'est un mec qui a une faculté de sprint, il est pas loin des 35 km/h. De l'autre côté, tu as White qui peut partir aussi, qui a fait des pointes à 36. Il y a la possibilité. Alors, peut-être qu'il marque, hein, pas de souci. Mais c'est toujours moins problématique qu'être à 10 contre 11 pendant, pour le coup, 60, 65. 60 minutes à Ouais, attendre que l'épée facile. de Damoclès te tombe sur la tête. Ce qui s'est passé de toute façon. Après, encore une fois, hein, les gars, et rappelons quand même aux éditeurs, il est dimanche matin, il est 10h53, et on a vu, revu, re-revu, Saliba, il a à peu près une seconde pour prendre la décision. Voilà. Et en Soit. plus de ça, la faute, elle est même pas tellement vilaine parce que il accroche le maillot, mais il le relâche très rapidement. T'as l'air pas d'accord avec moi, Nico. Mais sur le fait de dire je touche mon attaquant ou je touche pas, t'as à peu près le temps où la balle de Trossard, elle arrive chez toi. Ouais, mais moi j'aimerais bien, si c'est possible, qu'on parle un tout petit peu de Saliba Bah ouais, sur. vas-y, vas-y, vas-y. Moi, En je suis fait, tu vois, effectivement, dans le match sur Southampton, j'avais remarqué, enfin, pour moi, il y avait une défense de sa part qui était anormale par rapport aux standards auxquels il nous avait habitués. Là, Et on était déjà pas d'accord. oui, tout à fait. Mais en équipe de France, là, pendant le passage de la trêve, c'était pas fameux, même si c'est un contexte totalement différent. Là, en fait, sur cette action, Saliba, c'est un excellent défenseur parmi les meilleurs au monde, il n'y a pas de débat. Par contre, là où il a des points d'amélioration, c'est sur ces sujets-là. C'est-à-dire que là, enfin, concrètement, on a l'impression que sur cette situation, c'est comme s'il n'avait pas confiance en ses capacités de vitesse. Et même si c'est une décision rapide, extrêmement rapide, à prendre vraiment un quart de seconde, enfin, on l'a tous vu, Saliba récupérer des mètres sur des sprinters, sur des Golgoth comme Haaland, etc. Là, c'est ça que je comprends pas. Et ça viendra un peu dans mes propos plus tard sur la question du leadership, où il y a différentes choses derrière qui se mettent en place. Mais il y a là, sur cette action, moi, le geste de Saliba, je ne le comprends pas. C'est un mauvais réflexe. On peut juste peut-être le résumer comme ça. Mais là-dessus, en plus, on voit qu'il y a même White qui fait une course croisée pour revenir. Enfin, en soi, Ah mais il y a un... Non, mais attends. White, il est trop loin, mais pas. Non, mais le White, il est trop loin. Oui, Par non, mais contre, il est trop Nico. loin, il est trop loin. Il Mais, peut faire mais une ouais. diagonale à 36 km/h, Non, mais peut-être, alors, peut-être le gêner, tu vois. messieurs, Enfin, attendez, il y a Voilà. encore attendez. des solutions. Laissez-moi reprendre, s'il vous plaît, l'animation de ce podcast, messieurs, s'il vous plaît. Non, mais une chose est d'accord. On est tous d'accord, pardon. Une chose est claire, c'est que avec du recul, encore une fois, mais avec des si, hein, on ferait beaucoup de choses. Bien sûr. Si Saliba ne fait pas la faute, etc., au pire des cas, on met les menés à zéro à la 25e minute de jeu. Je suis d'accord avec vous. Dans le meilleur des cas, Saliba est capable de revenir sur son attaquant. Et entre les deux, il y a peut-être White en faisant un sprint qui, lui, est capable de venir couper. Ça, Ou ok. Raya. Ouais, et Raya est capable de faire un arrêt. Sauf que hier, il était pas, je l'ai pas trouvé dans un grand jour. Et t'as vu, Nico, j'en ai pas encore parlé, hein. Non, non, Euh, mais on arrive. non, mais tout ça pour dire que, bien entendu, que c'est tellement facile pour nous Oui. euh, le lendemain matin de dire ça. Ok, mais sur le moment, parce que Nico, juste reprendre ton argument pour essayer de te faire comprendre juste la différence. Et je crois que tu as fait du foot, donc tu vas vite la comprendre. C'est que dans l'exemple que tu donnes, là où tu dis Saliba, il y a plein de matchs où, de par sa vitesse, il est revenu sur son attaquant, etc. Oui, mais si tu prends toutes ces phases de jeu-là, il était toujours soit en retard, avec 1 ou 2 mètres de Hmm. retard, soit il allait couvrir quelqu'un, un de ses coéquipiers qui avait été dépassé. D'accord? Ouais, ouais, tout à fait. Donc là, en fait, la seule logique pour lui sur ce genre d'action-là, c'est ferme les yeux, cours vite et essaie de rattraper. Là, dans la prise de décision, il n'y a plus de prise de décision, c'est je dois juste rattraper l'attaquant. Sauf que hier, il y a une prise de décision à prendre. Il est dans le duel. Tu comprends ce que je veux Ah, dire? Il est dans le ouais, mais je suis duel. pas tout à Et la fait. première décision à prendre, c'est est-ce que je vais au duel ou pas? Et par essence, que ce soit Gabriel ou Saliba, ce sont des défenseurs qui sont rugueux et qui sont bons dans le duel. Donc, il va Oui. au duel. Sauf qu'à un moment donné, comment dirais-je, le contexte à l'instant T du match fait qu'il n'a pas de couverture avec Gabriel. L'attaquant est déjà derrière lui, donc
il essaie de rattraper ce retard en lui tirant un petit peu le maillot, sauf que étant dernier défenseur, bah, la sentence, elle est là. C'est là où je veux juste nuancer. Et encore une fois, de dire que Saliba peut avoir ne serait-ce que 5% de responsabilité sur ça, alors oui, il fait un choix, comme Rice faisait un choix de pousser le ballon, comme Trossard a fait un choix, etc. Mais là, c'est un choix subi. Et c'est un choix qu'il doit faire dans l'instantanéité du moment, de par la passe, mais complètement pourrie Ouais, ouais. de Trossard. Mais en fait, si tu veux, c'est que moi, j'ai pas tout à fait la même lecture. Tu parles de duel, moi je vois quand même du fait de la passe de Trossard pourri, un retard de Saliba. Donc, ce qui irait plus dans les situations qu'on a eu l'habitude de voir avec effectivement, je cours pour bloquer l'action, en tout cas pour que mon attaquant n'arrive pas au Mm. but. C'est pour ça que moi, je En fait, trouve que cette action, le finalement, problème c'est qu'il est en retard, mais qu'il n'est pas assez en retard. Entre guillemets, je m'explique, c'est qu'il doit être à d'accord, oui, non, un mais je vois mètre ce que tu veux 50, tu dire. vois. Ouais, ouais. Si maintenant l'attaquant, il est 3 mètres derrière lui parce qu'il revient en marchant et que du coup c'est Trossard qui le remet en jeu, donc il n'y a Ouais, pas de ouais. hors-jeu, il y a pas cette faculté d'être au duel. Là, tu dis, je cours. Vas-y, Forest, cours vite, essaie de le rattraper. Sauf que là, en fait, son attaquant, il est à portée de bras. Et en fait, tu sais, Oui, cette mais fameuse faute un petit peu que tu essaies juste de toucher un petit peu ton attaquant, ton maillot pour le freiner un petit peu et rattraper, et ben on y est. Et en fait, oui, finalement, mais si l'attaquant est un peu plus loin, Saliba ne fait pas la faute. Mais encore une fois, de dire que de mettre à la même hauteur Saliba et non, non, Trossard non. dans le. Et je Ah, dis mais pas que c'est ton c'est cas. pas ce qu'on est en train de Non, faire. non, 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 j'ai non. pas, non, 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 je dis pas que c'est Non, votre non. cas, messieurs. Je dis juste que de ce que j'ai pu voir sur les réseaux, je trouve que Saliba, le pauvre, il en prend quand même plein la gueule, alors que sur le moment, il demande rien à personne, que Trossard le met dans une situation complètement délicate et inattendue de par la qualité technique du joueur, mais ça peut aussi arriver. Et en parlant d'erreurs techniques, en deuxième mi-temps, on en a vu une autre sur le deuxième but, finalement. Mais voilà, je dis juste que si tu fais un arrêt sur image, en fait, il y a tellement de choses à dire sur ce but-là, Ouais. c'est assez impressionnant, quoi. En fait, c'est une grosse erreur suivie de plein de petits détails qui font que bah, on est dégueulasse sur le but et qu'en plus de ça, on est mené et on est à 10 contre 11. Bah, attends, non, sur le but, il n'y a pas de but. On parle juste du carton Bah, rouge, sur le là. Le carton but, rouge, oui, pardon, oui, on n'est pas mené, on est le en but, il arrive infériorité. On est en infériorité numérique, pardon, à la 20, donc le temps que la VAR rappelle entre l'arbitre et que 26 et l'arbitre 30. change, ouais, voilà, donc ça prend 4 5 minutes. Donc à la 30e minute, Saliba sort et franchement, il n'est pas surpris de sortir. Et du coup, on se met l'épine dans le pied, quoi. Euh, on se met des Bah, poids pour de moi, 20 kilos. c'est le genre de faute, c'est le genre de faute. Elle se passe à la 85e minute ou à la Mais 80e, la tu mènes faute, un 0. mais bien Tu peux sûr. prendre les 3 Mais points. même à 0-0. Zéro, À 0-0, tu fais zéro la même souci. faute à la 85e minute ou à la 80e, je discute même pas. Je discute même Non, pas. j'entends, mais attends, je te dis, quand tu mènes un 0 parce que tu as la possibilité de prendre 3 points et que d'un coup, bah, tu peux, au lieu de prendre 3 points, n'en prendre plus qu'un. Donc, ça fait quand même un gros différentiel. Mais là, c'est vrai qu'à la 25e, moi, alors, pour moi, c'est ce côté-là, ce côté naïf qui commence à peser lourd, là. Juste une petite chose, depuis qu'Arteta est sur le banc d'Arsenal, on a pris 18 cartons rouges. Depuis 2019, 18 cartons rouges. On est le club qui a le plus pris. Et je crois que l'équipe qui est derrière nous en termes de cartons rouges, 13. c'est les Wolves avec 13. Nos concurrents directs, City, Liverpool, ils sont à 9 et 7. 18 cartons rouges. Là, on prend peut-être quasiment un carton rouge. 40% de nos matchs, on a un carton rouge. Et en plus, plus le temps passe, plus on les prend tôt dans le match parce on aime bien se challenger aussi, tu vois. Donc on se dit, bon, Mais alors au début c'est c'était ce à que la je te disais en 60e, après off. 45e, maintenant c'est à la 30e. Ce que je te disais Waouh. en off, Jonathan, hier, quand on s'est appelé, ce carton rouge-là, pour moi, tu peux rien dire. Le problème, c'est que ça doit être, logiquement, ça devrait être notre premier carton rouge de la saison. Si on fait pas ces erreurs de règlement et si les arbitres nous fracassent pas derrière.
Faut dire les choses comme elles sont. Mais encore une fois, dans le débrief de bilan qu'on a fait la semaine dernière, et on en parle, qu'est-ce que ça signifie ces cartons rouges que l'on prend? Rappelez-vous les stats, on a pris 64 jaunes et 2 rouges la saison dernière. Avant le match là, donc pendant la trêve internationale, on avait déjà pris 21 jaunes, soit le tiers de la saison complète, en 7 matchs quand même. Et on avait déjà pris nos 2 cartons rouges. Bah, à ta question, qu'est-ce que ça représente ces trois cartons rouges? Ça représente 7 points. C'est simple. Non, 7 mais points. et la raison, encore une fois, je pense que tu as dû l'écouter, Jonathan, ou tu étais avec nous, je sais même plus qui était là, mais on parlait, est-ce que c'est l'enjeu tue le jeu, est-ce que les mecs se mettent une pression trop forte parce qu'ils se disent que c'est la saison ou jamais? Euh, voilà, en tout cas, le rouge là, pour moi, il est justifié, je le répète, mais les gars, commencez à dire ouais, parce que franchement, alors on lit beaucoup de merde sur les réseaux quand même, hein, je vous l'accorde, mais quand Bah, j'entends surtout sur un réseau en particulier, quoi. ouais, bah, c'est celui-là où ouais, à la gare je file le plus. Mais quand j'entends, ouais, Saliba, entre sa performance en équipe de France qui était pas bonne, et là, attention, joueur surcoté, vous allez voir le vrai visage. Non, Oh, les gars, mais, comparez pas non, l'équipe de mais France et la Ligue des Nations, où le mec, il a peut-être pas envie de se blesser, et à un moment donné, tu as aussi droit d'être un peu moins performant sans être totalement mauvais. Euh, bah, voilà. Non mais Raoul, sans enterrer Saliba, c'est pas du tout le débat. Mais tu trouves pas qu'en ce moment il y a une perte de sa part dans, on va dire la confiance, la lucidité qu'il avait depuis des dizaines de matchs, où à chaque fois que tu avais Saliba au duel, tu te dis ouais c'est bon, on est tranquille. Il récupère, il va relancer propre, etc. Il le fait encore très bien. C'est vraiment un des meilleurs. C'est juste que là, il y a des gestes parasites comme ce geste d'hier qu'il n'avait pas avant. Et c'est ça où, en fait, il y a un petit changement de sa part. On était habitué à vraiment du 100%. Et là, il y a une toute petite baisse. Et c'est là où, du coup, il y a quand même quelque chose qui est remarqué. Est-ce que c'est définitif? Pas du tout. Est-ce que ça veut dire que c'est un mauvais joueur? Absolument pas. C'est juste qu'il y a une légère différence. Et je trouve que là-dessus, ça se note malgré tout, sans être définitif. Non, bien sûr. Alors à ce moment-là, je vais te répondre ce que je t'ai répondu déjà la dernière fois sur le match Southampton. Si on doit noter les imperfections de Saliba, ou ce que certains appelleront une baisse de régime, etc., allons jusqu'au bout. Et pointons la performance de Gabriel, s'il vous plaît, messieurs. C'est juste, c'est juste ça. En fait, on peut pas limiter ce rouge en disant ouais, Saliba il prend pas la bonne décision, il fait faute alors que il est assez rapide, il aurait pu courir plus vite que l'attaquant, etc. Bah non, il y a Trossard qui fait une passe dégueulasse et il y a Gabriel qui pour moi encore une fois n'est pas dans son n'est pas là où il devrait être. Euh, Messieurs, je vous propose d'avancer un petit peu parce que bah, du coup le fait de jeu il est là, hein, et que ouais le temps passe, on va éviter de faire un podcast de 4 heures parce que sinon on ne sera pas entendu. Du coup, 30e minute de jeu, Saliba il sort. Rien à se mettre sous la dent, je ne crois pas, jusqu'à la mi-temps et on rentre à la mi-temps sur le score de 0-0. Alors si, pardon, euh, l'exclusion de Saliba, pardon, entraîne une réorganisation parce que là, du coup, il va y avoir aussi son effet, qui n'intervient pas tout de suite, mais assez rapidement. J'ai pas la minute, je vais essayer de la rechercher. Mais le premier remplacement, il est à la 37e, soit 7 minutes après le carton rouge, où Sterling cède sa place à Kivior. Et là, j'aimerais vous lancer. Alors, attendez voir, il y avait quoi? Il y avait le leadership et il y avait. La J'attends naïveté. la naïveté. Et ben là, du coup, moi, je vais vous demander juste, messieurs, ce que vous pensez. Encore une fois, avec le recul, on peut dire c'est simple, etc. Mais à un moment donné, et je l'ai dit à mon collègue, donc encore une fois, c'est pas un truc que j'ai réfléchi pendant la nuit, etc. On joue Bournemouth, on est à 10 contre 11. Et ben moi, je prends les mêmes joueurs, je change rien. Je change juste mon système.
Parce que pourquoi? On a Gabriel qui est encore présent. Ok. On a White à droite qui est défenseur central de métier et on a Calafiori à gauche qui est défenseur de C3, de métier, pardon. Passons à une défense à 3, messieurs. On fait un 3-5-1. On peut le faire. On fait une défense à 3, 3 défenseurs centraux. On est à Bournemouth, messieurs, et on joue le titre. Et franchement, sur le papier, je pense que ça aurait pas été déconnant. Et à ce moment-là, si Oui, tu dois. on n'est pas à City, on n'est pas à City en train de tenir le score, quoi. Voilà. Alors, est-ce que ça, c'est quelque chose, très, soyons honnêtes, hein, messieurs, ou soyez honnêtes, est-ce que c'est quelque chose que vous vous êtes également dit sur l'instant, ou est-ce que pour vous, comme traditionnellement 95% des cas, quand il y a un défenseur central qui est expulsé d'une rencontre, on sort un attaquant pour remettre un défenseur central à la place? Est-ce que sur le moment, ce changement vous semble cohérent, ou est-ce que vous estimiez, mais soyez honnêtes, hein, messieurs, hein, sur le moment, je vous parle, est-ce que vous Bah, estimiez qu'il y avait autre chose à faire? ça va dans la logique des choses, je pense, de faire, enfin, ça va dans la logique des choses de prendre un carton rouge et bah tu fais sortir un attaquant pour défenseur. Soit. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, Première ligue, il y a 20 équipes de différents niveaux et autant un match contre City où on mène 2-1, où on peut réaliser un truc qui n'a encore jamais été réalisé, de mettre le bus, validation, il n'y a pas de souci, hein, je valide complètement. Là, ça fait un peu petit bras, quoi. Ça fait un peu petit bras. Là, je trouve qu'en plus Surtout de pour, ça, on n'est pas. surtout pour faire, surtout, alors on en parlera derrière, mais surtout pour faire rentrer Kivior et en faire un bouc émissaire sur ce qui se passe en deuxième mi-temps, alors que le mec, il joue une fois toutes les bords d'évêque. C'est un peu dommage. Ouais. Donc voilà, ça c'était le dernier fait marquant de la première mi-temps, puisque forcément ça va avoir une Et incidence Nico, sur enfin la Nico, suite. t'en penses quoi, toi? Non, non, moi, la réorganisation avec trois défenseurs, j'y ai pensé, mais je pense que, enfin, en revanche, je me suis pas trop arrêté dessus parce que très vite, les la défense à trois, c'est quelque chose qu'on a vu très rarement. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais qui est un peu moins à la mode ces dernières années. Par contre, j'étais plus pas forcément sur le fait de faire rentrer personne en réorganisant, mais j'étais en train d'essayer de voir si on pouvait pas faire rentrer un un joueur qui serait piston pour un peu peut-être pour faire un Trossard Martinelli. Alors la disponibilité de Martinelli, je la voyais, enfin, on savait pas trop s'il était fit ou pas, mais j'aurais peut-être changé ça avec Martinelli qui est capable de faire plus d'aller-retour sur le côté gauche que Trossard. Mais non, c'était quelque chose de très cohérent à faire et qui aurait été plutôt permis une animation beaucoup plus intéressante que ce qui s'est fait par la suite. Ouais, donc ouais, voilà. En tout cas, je pense que, encore une fois, si on veut parler d'ambition, et à un moment donné, il faut aussi les assumer et Et se donner les moyens. c'est peut-être là que finalement Arteta il n'est pas encore à la hauteur d'un Pep ou je sais pas. Mais en tout cas, moi je trouve ouais, je trouve qu'on manque sur le coup, manque d'ambition. Et comme tu l'as dit, Jonathan, on n'est pas à City, on n'est pas à Liverpool, etc. quoi. Parlant de Liverpool, le carton rouge entraîne la suspension automatique de Saliba à Liverpool. Ça va être un autre problème. Du coup, messieurs, à la mi-temps, je sais pas ce qui se dit, mais il se dit pas grand-chose. On revient avec non pas le même 11, mais le même 10. Il n'y a pas de changement. Euh, Et je trouve qu'on fait une entame de seconde mi-temps assez catastrophique, puisqu'au bout de 2 minutes de jeu, il y a déjà une grosse occasion de Semenyo, je sais pas comment ça se prononce, Semenyo ou un truc comme ça, où il y a un débordement, pardon, je crois que c'est Ouattara côté gauche qui centre et Semenyo là tout le temps. Et finalement, ça passe au-dessus. Mais là, on se dit waouh! Tant que Bournemouth reste un petit peu maladroit, on a toutes nos chances. Mais finalement, c'est pas forcément ce qui va se passer. Euh, on parlera pas des petites boulettes de Raya sans conséquence pour le coup. Mais voilà, encore une fois, j'ai trouvé qu'on avait un gardien qui avait vraiment manqué de Enfin, sérénité.
La passe en première mi-temps, c'était quand même quelque chose, hein. Ouais, première mi-temps et puis Ouais, en deuxième mi-temps, il leur fait une autre. Bah, Bah, c'est quoi ça? C'est quand il rate son dégagement, là, ouais. ouais, c'est un ouais, petit peu, complètement. Très fébrile. je trouve, ouais. Il y a côté Pornomousse, il y avait eu un changement à la mi-temps. Il y en a un deuxième qui opère à la 63e, 64e, à peu près au même moment que nos premiers changements, où Trossard va être remplacé par Martinelli et que bah, c'est tout. C'est le premier changement que l'on fait. Je défile un petit peu et deuxième fait marquant du match, 69e. Kepa, mauvaise relance. Interception de Merino, je crois, qui la C'est ça. donne rapidement à Martinelli, qui se retrouve sur son pied droit, pour le coup, le bon et qui essaye en fait d'ouvrir son pied et d'aller prendre le gardien à contre-pied puisque Kepa revient dans l'axe du but et que Martinelli, pardon, je pense qu'il veut le prendre à contre-pied, ce qui en soi est une bonne solution. C'est peut-être Logique. mal exécuté ou peut-être un peu trop tôt, etc. En tout cas, c'était une vraie occasion franche au plus grand bonheur d'Arteta parce qu'en interview il dit ouais mais juste avant on a une occasion et ben si on la met ça change le match mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus à dire sur ce match-là que de tout ramener à une occasion manquée de Martinelli bah, je crois que dans la minute qui suit alors moi j'ai applaudi le but de Bournemouth, je vous le dis franchement, alors pas parce que j'étais content mais parce que nous qui sommes l'équipe la plus hype au niveau des coups de pied arrêtés, prendre un but de cette façon-là, sur ce corner-là, comme ça a été travaillé, waouh, moi je dis chapeau. Mais surtout que le Ouais, c'est- Christie, sur ce but-là, il est tout seul dans sa surface. ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Le À mec, il l'en- n'y a à l'en- à l'en- personne à qui est l'entrée, à dessus. l'entrée de la surface, ouais. Il y a Absolument, un toute écran, seule. mais enfin, c'est une belle combinaison, mais il y a personne qui monte, hein. Alors, c'est clairement travaillé, on peut l'expliquer rapidement pour ceux qui n'ont pas vu le but. C'est un corner Oui. qui est tiré côté gauche face au but de Raya ou à droite de Raya. C'est un corner pardon, qui est tiré somme toute au premier poteau. Il y a une déviation de je ne sais plus qui pour. Kluivert. C'est Kluivert qui dévie? Ouais. Merci Hmm. messieurs, qui dévie de l'extérieur du pied pour Christie, qui fait un plat du pied, alors, pas en pleine lucarne, mais presque, vient tromper Raya, qui pour le coup ne peut absolument rien. Mais franchement, corner travaillé. Ça fait bizarre de voir quelqu'un travailler d'autres corners que qu'Arsenal, pardon. Mm. Mais franchement, tu prends un but comme ça, tu te dis ouais juste, ok. Alors où est le marquage? Mais tu te dis waouh. Bah moi j'ai dit à mon collège, ouf, ce but il est j'apprécie autant une phase de coup de pied arrêté travaillée que ça qu'une contre-attaque rondement menée où ça va au bout quoi. En tout cas, on est mené à la 70e et là tu dis putain ça se complique. Et moi je crois juste avant, j'ai écrit sur le Discord les gars, de toute façon on s'en fout, on arrête de parler du rouge de Saliba. De toute façon on va gagner le match. Oui. Et là Oui. ouais, alors là, du coup j'aurais mieux fait de me taire. Je Le l'avoue, on Non, mais tout le est jinx. monde le croyait. bah moi, par contre, quand j'ai dit on va gagner le match, j'y croyais fortement. Je, 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 Ouais, je- ouais. je me doutais que, bah, j'espérais qu'elle allait avoir un éclair de génie. Et je crois même que c'était un tout petit peu avant l'occasion de Raya. Donc 70e, on est mené 1-0, toujours à 10 contre 11. Et là, rien ne se passe pendant. Bah, Bah, rien ne se passe côté banc de touche, hein, je dirais. ouais. Puisque 7 minutes plus tard, troisième fait de jeu. Quatrième, puisqu'on a le rouge, l'occasion de Martinelli, le 1-0 de Bournemouth, et là, du coup, le 2-0. Sur une deuxième erreur technique, pour le coup de Kivior, qui veut faire une passe en retrait à Raya, qui est sur son beau pied d'ailleurs, et je crois en fait, il plante sa passe. L'attaquant, Kluivert, je crois que c'est Kluivert qui intercepte, hein. Va fixer, en tout cas l'attaquant intercepte la passe en retrait, va C'est fixer Kluivert, ouais. Raya. Raya fait faute. On a beau dire ce que l'on veut, il y a faute. Voilà. Et penalty, somme toute, clairement logique. Est-ce que, messieurs, on s'attarderait pas, alors, on parlerait pas un petit peu rapidement, sachant qu'à mon avis, il n'y a pas grand-chose à dire, vu la faiblesse technique de Kivior, mais est-ce qu'on parlerait pas un petit peu de ce but?
Ouais, donc sur ce but-là, enfin sur cette faute-là, Kivior en fait dans son match, bon, il a une entrée compliquée, il continue là-dedans. Euh, Moi, c'est pas. Enfin, je veux bien revenir sur le but en soi, même si c'est un penalty. Raya a pris un contre-pied, voilà. Moi, c'était aussi un petit peu, j'embraye peut-être sur la suite. Juste après, je sais pas vous, mais moi, ça m'a marqué que Kivior on le fasse sortir derrière. Euh, on a un match contre Liverpool. On a une absence de Saliba qui va durer je ne sais combien de temps. Je sais plus, si c'est 3 matchs, un match, bref. On va probablement avoir besoin de Kivior. Là, déjà qu'il rentre enfin, il prend la suite du match. Il est pas très bon. Il fait une erreur technique qui ramène un deuxième but. Tu le sors derrière. Là, pour moi, on l'enterre. On l'enterre alors qu'on va avoir besoin de lui. Donc là, moi, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. J'ai pas compris. Je vois pas quel est l'intérêt de faire ça à part pointer du doigt presque ce joueur. Je sais pas ce Pour que vous en pensez. derrière, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pareil, alors on parlait des réseaux, alors il s'est fait exploser dedans. Qu'il n'est pas le niveau d'un Calafiori, d'un Timber, d'un Ben White, de qui tu veux, je l'entends. Euh, mais le mec a un temps de jeu famélique. Faut se rappeler que quand il a joué la saison dernière, bah, je pense que c'est d'ailleurs au moment de Liverpool, mois de janvier, où il est un peu rentré dans la rotation et il n'a pas fait des matchs trop dégueulasses. Ouais, c'est correct. Et là, les mecs, ils rentrent, on est en infériorité numérique, enfin, c'est quand même pas facile. Et alors oui, il se plante, hein, ça passe, la passe, elle est claquée, ça, il y a rien à dire. Mais comme tarif et derrière, je te sors tout de suite, Ouais, c'est dur, hein. c'est un petit peu dur, quoi. C'est un petit peu dur et ça devient un peu le bouc émissaire du truc, quoi. Donc, ouais, Bon, après, on c'est pourra toujours pas. lui dire psychologiquement qu'on l'a sorti parce qu'on fait rentrer, on est mené 2-0, qu'on fait rentrer un attaquant, Ouais. etc. Mais son match, Oui, il est pas ouf. L'année dernière, rappelez-vous, il était il performant avait quand fait le job. il a fait le Ouais, job complètement. à gauche, à gauche. Ouais. Donc c'est marrant qu'un défenseur central du métier à qui on a appris à devenir un latéral gauche pour dépanner, quand il se retrouve des défenseurs centrales, ils sont en difficulté, quoi. Mais après, à un moment Mm. donné, quand t'as pas le temps de jeu, t'as pas le temps de jeu. Euh, du coup, très rapidement, je vous ai dit une bêtise, messieurs. Je l'ai retrouvé. C'est pas Kluivert qui intercepte le ballon, c'est Evan Nilsson. Sur qui Raya va faire faute. Et c'est Kluivert qui prend Raya à contre-pied. Pour le coup, le contre-pied, franchement, Raya, sur le penalty, on va pas lui demander des arrêts de main. Il peut aussi en prendre. Non, non, mais ouais, à un moment donné, je vais pas dire Raya, t'es nul parce que t'as pas arrêté le penalty. Clairement pas, quoi. Alors, on a vu qu'il allait voir son coach des gardiens. Cette fois-ci, ça n'a pas marché. Le coach des gardiens avait vu qu'il avait tiré deux penalties à droite du gardien, un marqué, un transformé. Bah, moi, je sais pas, la logique me disait qu'il allait changer de côté. J'ai eu raison, mais c'est pas très grave. On s'en fout. On est mené 2-0 et là on fait donc deux changements. Gabriel Jesus qui rentre à la place de Kivior et on a Nwaneri qui remplace Merino. Et là finalement, messieurs, moi j'ai vu les 10 plus belles minutes du match côté Arsenal parce que Nwaneri m'a fait kiffer. Bah oui. Alors oui, alors c'est peut-être simple de rentrer quand tu es mené 2-0, etc. On n'allait pas lui demander d'inverser le score, je vous le répète. Mais le gamin, il fait plaisir à avoir joué, quoi. Il est juste, il a de la volonté. Gabriel Jesus n'a pas fait un mauvais match. Il était encore un petit peu de nouveau dans je veux tout faire tout seul, mais voilà, en tout cas, dans la volonté de faire quelque chose, il était là. On aurait très bien pu imaginer qu'il rentre la tête baissée en disant 2-0, il reste 10 minutes à 10 contre 11. Franchement, ça m'emmerde de rentrer, mais non. Il a essayé de provoquer, de par ses dribbles, etc. Ça n'a pas marché. À un moment donné, il tombe dans la surface, mais pour moi, il y a pas penalty. En tout cas, sauf si, messieurs, vous voulez revenir sur un fait de cette fin de deuxième mi-temps, je vous propose, non pas de conclure tout de suite ce podcast, mais de conclure la description du match pour arriver à une conclusion. On n'est plus invaincu. On joue Liverpool la semaine prochaine.
Pas la semaine prochaine, pardon. Si. Si, Si, semaine si. prochaine. On Ouais. joue Liverpool la semaine prochaine, sans Saliba qui sera suspendu. Avec, on a déjà, on a Liverpool juste après, je crois. Ouais. C'est ça contre Chelsea. Si Liverpool gagne, ils prennent 4 points d'avance sur nous. Et si on perd contre eux la semaine prochaine, ils auront 7 points d'avance sur nous. Ouais. Donc en fait, de ce résultat de merde, pardon, je m'excuse auprès de l'auditeur qui écoute toujours avec son enfant le podcast. Je suis à trois gros mots, je suis désolé. Mais de ce résultat pourri, on est totalement fautif. On se met dans une difficulté pour la suite avec une obligation de ne pas perdre à Liverpool. Parce C'est que sinon, ça. tu prends 7 points dans la musette, quoi. Et Ah bah 7 t'es. points, 7 points, c'est autant là, alors, on voit des trucs, oui, le titre c'est fini. Non, le titre n'est pas fini. Ouais. Le titre n'est pas fini. Par contre, si on te plante la semaine prochaine et qu'ils nous mettent à 7 points, là on va sortir les rames là. Bah, c'est 7 points s'ils gagnent cet après-midi aussi, hein. Bien sûr, bien sûr. Non, Euh, non, s'ils gagnent cet après-midi, ils sont à 4 points. Oui, mais je veux dire, s'ils oui. gagnent contre Chelsea et qu'ils Ah oui, oui, gagnent la pardon, oui, semaine oui, oui, prochaine, oui, 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 là oui, on est oui. à 7 points. Donc une victoire contre Chelsea ne nous enterre pas. Ah, mais Oui. du Par coup, contre, on si en est, Liverpool on en gagne, est à espérer une victoire de Chelsea qui reviendrait à notre hauteur ou on en est à espérer un match nul ou déjà les gars, on a perdu contre Bournemouth quoi. C'est un truc de fou. Chelsea, ah bah enfin, on espère enfin, pour moi, on espère j'ai j'ai moins peur de Chelsea que de Liverpool, hein. Donc, Ouais, je préfère ralentir Liverpool et City, c'est clair. Donc supporter de Chelsea c'est cet après-midi. tout à fait. Supporter, c'est un grand mot, mais oui, on va. Ah oui. Bon, messieurs, il est l'heure de vous donner la parole sur vos vos deux thématiques que vous avez retenues en début de podcast. On va commencer par toi, Nico, sur la Ouais, partie leadership. leadership, c'est ça. Donc c'est quoi? Donc C'est en un, fait, c'est un coup de gueule? C'est quoi? ouais, c'est un peu un coup de gueule parce qu'en Alors, fait, instant coup de gueule, c'est parti. ouais, c'est ça. Depuis qu'Odegaard est absent, on a un manque de leadership pour moi. Et ce manque de leadership, il est sur plein de points. Il est sur de l'inspiration dans le jeu, donc aussi en fait tout simplement faire le jeu. Mais il est aussi sur de l'impact. Quand je dis de l'impact, c'est pas aller mettre des coups, mais c'est aller le pressing que fait Odegaard, on l'a pas compensé. Il y a aussi sur le fait d'avoir un certain caractère. Odegaard, il peut paraître comme quelqu'un d'assez effacé parfois, mais non. En fait, comment dire, il a un certain charisme, un peu ses coéquipiers. Et moi, j'ai ce sentiment-là qu'en fait, sans ce joueur-là, qui est aussi il a de l'intelligence dans le jeu, dans les déplacements, etc. Et en fait, tous ces points-là que je viens d'énumérer, qui pour moi sont uniquement sur un seul joueur qui est Odegaard, ben, il nous manque tout ça aujourd'hui. Que ce soit de l'intelligence, de l'impact, du caractère, de l'inspiration dans le jeu, etc. Et c'est tout ce leadership sur ces différents points qu'on ne retrouve pas. Un Gabriel, on pouvait avoir l'impression des fois que c'était un peu quelqu'un qui allait être le gueulard, on va dire. Mais un match comme hier, on voit rien. Oui, il replace Merino sur deux, trois corners, mais il y a rien à dire. Donc, pour le coup, moi, voilà, il y a un manque de leadership. Et si c'est cristallisé que sur un joueur, tous ces points-là, c'est beaucoup trop dangereux. Et là, on le voit, Ouais, t'as ça, raison, et c'est marrant. On avait fait un article l'an dernier en fin de saison sur Odegaard. Et moi, je parlais surtout de ce côté leadership. Alors, pas le côté créatif, tout ça, mais j'étais persuadé que c'était un Rice qui allait récupérer ce rôle. Rice a beaucoup d'expérience. Il n'était pas capitaine de West Ham, Rice? si. Capitaine de West Ham. Il remporte, qu'est-ce qu'il remporte là? L'Europa, pardon, Conference League. Ouais. Il a l'expérience qui va avec en équipe nationale. Et j'étais persuadé que ce côté de boss de l'équipe, parce qu'avant, je crois que c'est Gabriel Jesus qui avait repris le vice-capitana quand il est arrivé. Bon, ce qui est, alors, il joue un match sur 10, donc bon. Jorginho, là, de temps en temps. Mhm. Saka. Saka l'a eu, mais il n'était pas là.
là, c'était Gabriel. Moi, j'étais assez content de voir Gabriel avec avec le brassard parce que, enfin, je trouvais qu'il a toujours un body language et il a une rage qui fait que ça peut être transmissible ou pas. Mais c'est vrai que moi, je m'attendais vraiment à ce que ce leadership de Dodegaard soit retrouvé dans Rice. Et force est de constater que c'est pas flagrant. Raoul? Ouais. Non, non, mais je suis d'accord je suis d'accord avec vous. De toute façon, c'est un sujet sur lequel on est déjà revenu à plusieurs reprises. On parlait euh, on en a parlé récemment où je disais qu'Havertz était devenu un vrai leader. C'était dans le podcast, je crois, Southampton, je crois, Ouais. où je disais qu'il avait un vrai impact sur l'équipe, un impact mental, pas forcément technique, et que il était devenu. Havertz, on l'a pas cité, et puis on n'a pas fait de cas par cas d'ailleurs, mais Havertz, j'ai trouvé. Alors si tu en as parlé, Nico, toi au début, en disant que tu l'as trouvé très esselé, moi, j'ai pas trouvé qu'il avait fait un grand match, mais à partir du moment où tu te retrouves à 10 contre 11, où tu es un petit peu esselé, on te met en plus des ballons, pas toujours très évident, faut le dire. Est-ce que tu es en mesure de sortir un grand match ou pas? Je sais pas. Est-ce qu'on attend de lui qu'il sorte un grand match? Certainement, mais voilà, à un moment donné, on peut pas faire de miracle. Donc oui, ça a manqué de leader, ça a manqué de leadership, mais du coup, le premier leader qui a failli pour moi, c'est le coach. Dans la compo, dans ses décisions, dans tout ça. Et ça fait plusieurs fois. Alors encore une fois, moi je suis pas le footix, qu'on soit bien d'accord, hein. Moi, Arteta, le boulot qu'il fait, je trouve très bien, etc. Mais dans le bilan de fin de saison de l'année dernière, etc., on a même fait un podcast spécial Arteta pour ceux qui l'avaient écouté ou qui ont participé. Je sais pas si c'était dedans, Jonathan, ou pas. Non, je crois que c'était que avec Richard et Michal. On a fait un podcast parce qu'il avait eu un trophée, ce qui méritait le titre d'entraîneur de l'année aussi Oui, c'est bon, je me souviens, je me souviens, je me que souviens. Pep avait eu, etc. Et on avait en gros essayé de lister ses plus et ses moins et l'humilité et le fait d'être conscient qu'il faut continuer à travailler et à apprendre, c'était des points que l'on avait soulignés. Et là, je trouve que dans la compo, ça fait quand même quelques fois qu'il se plante. Monsieur, j'ai 50 plans différents, plans de jeu différents. Bah, j'aurais au moins aimé en voir un hier. Donc voilà. Donc oui, il faut que Martine revienne très rapidement, mais à un moment donné, il faut aussi Des solutions viables sur du qu'on long trouve des terme, solutions. Et si puis ça se reproduit. et Rice, tu l'as dit, a été capitaine à West Ham, mais Rice est un leader naturel de toute façon de par son poste et de par son activité. Mais encore une fois, quand tu le fais jouer à gauche. Tu veux qu'il soit leader, mets-le déjà en confiance totalement. Et en confiance, Rice, là où il va s'épanouir et où il va kiffer, ça va être en 6. Voilà. Alors après, Et, et le truc, non mais tu as tout à fait raison. Et le problème, c'est qu'on attendait que Merino arrive pour qu'il rebascule en bas. Mais alors là, bah du coup, non. Alors là, du coup, la triplette partait, Merino, Rice. Donc c'est sûr que. alors après, il semblerait que Rice, pour parler de lui, serait allé se plaindre auprès des arbitres en fin de match en disant chaque week-end c'est pareil, etc. Mais s'il l'a fait, c'est certainement à chaud, mais je l'invite à regarder les images Alors, et il il l'a verra. fait, il l'a fait, mais tu verras aussi que 2 minutes après, il est devant, il est au micro de la Sky et où il dit, il essaye pas de remettre la faute sur qui que ce soit, hein. Il assume Mhm. complètement. On s'est mis comme des grands, une balle dans le pied pour le troisième, enfin, pour la troisième fois de la saison. Donc, il n'a pas du tout cherché à mettre la faute sur les arbitres ou quoi que ce soit, hein. Et Et, le mais, coach, pareil. et je sais pas si vous l'avez remarqué, messieurs, mais Semenyo a pris un jaune parce qu'il a touché le ballon une fois que la faute avait été sifflée. Donc ça n'arrive pas qu'à nous. Alléluia. Voilà, c'était l'instant carton jaune. Inutile. Euh, merci pour mini coup de gueule, Nico. Mais tu as raison de le souligner. Et je pense que on sera malheureusement encore amené à le souligner. C'est l'heure de ton petit coup de. Attends, toi, c'était la naïveté. C'est aussi un petit coup de gueule finalement, Jonathan. Bon, après, on en a beaucoup parlé, hein. Ça revient surtout à cette, Oui, mais maintenant tu as la parole. Vas-y, démerde-toi. c'est surtout ce moyen, pour moi, ce manque de discipline qui,
cause ce genre de situation. Et c'est vraiment, encore une fois, alors on va pas à chaque fois se faire de l'auto-publicité par rapport au podcast, aux articles qu'on a fait avant, mais c'est une Mais tu peux, discussion tu peux, tu peux. qu'on a eue sur ce podcast qu'on a fait il y a 15 jours, sur le bilan des 2 premiers mois. Et je trouve ça encore dommage que on se saborde à ce moment-là, quoi. Mais tu te dis, mais quand est-ce qu'on va arrêter? Alors, parce qu'en fait, le plus rageant au final de carton, c'est celui de Rice sur Brighton. Mais à partir de ce moment-là, faut être béton. Enfin, et là, en plus, on a Howard Webb, le patron des arbitres, qui est dans les gradins et on offre un spectacle comme ça. Je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Et Arteta parle régulièrement des marges, des petites marges qu'il faut améliorer. Ça, c'est pas une petite marge à améliorer, ça. Il y a une très grosse marge à améliorer, là. Parce que, à ce rythme-là, on va en prendre combien? Parce qu'à chaque fois, on se dit, c'est bon, on espère qu'ils ont appris la leçon. Mais bon, on constate 2 semaines après qu'ah bah non, ils l'ont pas, hein, à City. Et après encore un mois, bah, qu'on l'a toujours pas comprise. Donc, je sais pas. Voilà. Moi, c'était ce truc-là qui me rassure pas. Et surtout qu'en plus de ça, en plus de te pénaliser sur un match, tu te pénalises pour celui d'après. Donc, Et quel, et, et quel on a match? déjà fait, on a déjà fait le NLD sans Odegaard, sans Rice. Bon, Odegaard, ça n'a rien à voir, mais sans Rice. Ah ben là, on se fait Liverpool sans le meilleur défenseur, un des meilleurs défenseurs centrales du monde. Bon. Non pas que ça m'inquiète. Alors, s'il y a Timber qui revient, je pense que malgré tout, on commence à avoir les armes pour pouvoir résister. Je préférais bien entendu que Saliba soit là, mais si on a White, si on a Timber, si on a Calafiori, on devrait quand même pouvoir se débrouiller pour avoir quand même une défense costaud malgré tout. Sur le papier, ouais. Mais, Après, au niveau des mais automates, bon, tu me diras, ils ont une semaine pour bosser. La seule peut-être satisfaction, encouragement que l'on peut voir par rapport au match du week-end prochain, c'est qu'on joue à la maison. Ouais. Je pense que si on avait joué à Liverpool, la donne n'était pas pareille. c'est pour Messieurs, ça que c'est pour ça qu'on joue à la maison, c'est pour ça on n'a aucune marge de manœuvre. Parce que si celui-là on le perd, le retour en field, ça va être sympathique. bah, tu vas commencer à espérer des faux pas à gauche à droite de tes adversaires, quoi. Messieurs, avant de faire les tops et les flops, parler un petit peu donc de ce qui Pardon nous... Raoul, Oui, pardon Raoul. Enfin, et je voulais juste revenir sur ce côté naïveté. c'est trop tard. Euh, je trouve aussi que c'est vraiment typique d'Arsenal. Souvent, ils ont un petit momentum comme ça, Arsenal, où ils peuvent repasser devant, mettre la pression. Et ça fait des années que ça existe, hein. Ça l'a fait, je pense, l'année du titre de Leicester, où Arsenal avait cette possibilité, ils étaient pas loin d'accrocher, tu sais, c'est comme si tu arrives à prendre ton train à l'heure, donc tu arrives à prendre le deuxième à l'heure, ce sont des feux, des feux verts que tu arrives à enchaîner comme ça. Et là, Arsenal, dès qu'ils ont la possibilité, comme hier, de prendre la première place, de mettre Liverpool sous pression, City sous pression, et ben au final, on leur ouvre la porte tout de suite. Et ça, je trouve que ouais, c'est typique d'Arsenal, Ah quoi. là, on s'est planté sur toute la ligne hein, hier, hein, de toute façon. Hein. Entre les enjeux de l'instant, comme tu disais, mettre la pression à tes adversaires, prendre la tête de la PL, etc. Et là où on en est aujourd'hui, à attendre, à espérer des faux pas de nos adversaires, sachant pardon, que le City joue aussi cet après-midi. Ouais, week-end, je vais pas dire catastrophique, encore une fois, ça reste du foot, etc. Mais pour parler foot, c'est vraiment un week-end bien, bien pourri. Ce qui nous attend dans la semaine, messieurs, Ligue des Champions, le retour de la Ligue des Champions à Arsenal, où on va recevoir le Shakhtar Donetsk. Ça arrive très rapidement, puisque c'est mardi soir. Et ensuite, le gros choc, on en a parlé face à Liverpool, dimanche à 17h30. Euh, on va serrer les doigts. On va serrer ce que l'on peut. On va espérer une bonne prestation. Moi, je vais être très, très attentif à la prochaine compo Ouais. du coach, ne serait-ce qu'en Ligue des Champions. Après, il faut qu'on arrête avec l'adversaire, Ligue des Champions, la compétition, etc. Comme tu l'as dit avant, si on attend la League Cup ou la Carabao Cup pour donner du temps de jeu aux jeunes, à un moment donné, il faut arrêter. Et sachant que, euh, est-ce que le fait que Saliba soit suspendu face à Liverpool, est-ce que tu dois déjà travailler tes automatismes
en Ligue des Champions ou est-ce que tu dois le Bah oui, mettre oui. et travailler tes automatismes à partir de mercredi jusqu'au dimanche? La question, Mm. elle est clairement posée. Vous en pensez quoi, vous? D'après vous, Saliba doit être sur le banc mardi et on doit travailler un autre Bah, je pense que système? ça sera un bon entraînement, je veux dire. Enfin, bon, oui, oui, oui. Je pense qu'il faudrait que le binôme qu'on va avoir dimanche prochain, il faut le travailler dès mercredi. Et je Mm. pense qu'on peut se le permettre. Des C'est mercredis ou des mardis soirs? pas. Ah, pardon. Pour moi, mercredi. Désolé. Mais Ah oui, oui, mardi soir. ok, d'accord, très bien. Oui, donc Saliba sur le banc mardi, d'après toi, bah, pour toi, Saliba sur le banc mardi au coup d'envoi. Et c'est pas une punition. C'est Oui, pas oui, question que ce non, mais soit une bien, mais bien. punition. Mm. C'est juste question de se mettre dans les meilleures conditions possibles pour les Reds. Ouais, il faut Oh, commencer à le travailler tout de suite, même si c'est une nouvelle organisation défensive. Imaginons, ils partent sur quelque chose à trois, etc. Faut le commencer dès mardi soir. C'est indispensable. Surtout bah, que, encore une fois, l'absence de Saliba, je ne sais pas combien de temps, si c'est un match, trois. je crois que ça va être un match automatique. Il n'y a pas eu de Ok, blessure, il n'y a rien eu. Alors après, à d'accord. voir. Maximum 2, mais je pense vraiment que le match automatique suffira. Ok, Même si c'est un rouge direct. J'ai ouais. essayé de regarder un petit peu dans les règlements hier, mais j'ai pas eu trop eu le temps. Mais je pense que le match automatique suffira. Moi, je vous annonce, non. Je suis pas voyant. Et je pense que Saliba jouera mardi soir. Et que le coach, il va commencer à faire ses essais ou ses systèmes de jeu à partir de mercredi, ce qui lui laisse mercredi, jeudi, vendredi, voire samedi, donc 4 jours pour travailler des automatismes différents. Messieurs, on arrive en fin de podcast. Je pense que nos auditeurs commencent à en avoir un petit peu marre de nous entendre. Il est le temps de faire vos flops et vos tops. On va commencer toujours traditionnellement par les flops. Messieurs, je vous écoute. Qui commence? Bah, Jonathan, tu Allez, commences que tu t'es caché. Je te vois quand même. Flop. Enfin, c'est vraiment pas un exercice que j'aime bien, mais je sais pas. Je vais mettre. Bah, écoute, on va mettre Trossard. De toute façon, je suis désolé, mais bon, ça quand même, ça part de là. Raya Raya avec ses quelques passes un peu Très fébrile, ouais. olé olé. Et moi, il y a Sterling parce que Sterling, il aurait pu faire deux trucs sympas, mais il a préféré tenter sa chance tout seul. Et ça, je trouve ça dommage parce que ce crochet qu'il met à la fin, à la 16e, quand il arrive à percer les deux défenseurs, ça, c'était vraiment sublime. Alors, s'il arrivait à repasser un des joueurs qui était à côté de lui au niveau du point de penalty et que ça était en but, Hmm, ça aurait vraiment été la grosse classe. Et là, il aurait vraiment montré de la plus-value. Mais enfin, j'entends. si il commence à faire comme du Gabriel Jesus à vouloir s'obstiner pour débloquer son compteur, c'est pas tip-top. Ouais. Nico? ouais. Pour être un peu plus léger, moi je mettrais en flop le troisième maillot. Et Il porte pas je chance. voulais pas en parler. Et il revient dessus. Voilà, mais c'est pour le côté léger. Après, j'ajouterais Trossard, White, Raya en White flop. aussi, ok. White, Ouais, White, moi j'ai trouvé qu'il avait fait un mauvais match. Il s'est fait bouffer une bonne partie par Ouattara, je ne dis pas de bêtises. Et je l'ai trouvé vraiment pas dans les standards pour lesquels j'avais l'habitude de le voir. Alors évidemment, Saka est pas là, du coup il y a beaucoup de choses qui changent. Hmm. Et on était à 10. Mais voilà, j'ai pas trop apprécié son match, Bah, plus que ça. c'est ton droit. Après, pour rester factuel sur le maillot, effectivement, ce maillot third n'aura pas la même histoire que le maillot third de l'année dernière et ne rencontrera pas les mêmes victoires puisque première fois que l'on met et puis première défaite. Mais néanmoins, C'est écrit. il reste très joli. Nico, tu peux continuer avec tes tops si Ouais. tu veux bien. Allez, mes top. Rice, moi je l'ai trouvé bon. Euh, Mine de rien, partait. Je trouve que bah, il y a eu deux, trois situations défensives où, pareil, il continue à défendre dos au ballon. C'est toujours un peu bizarre ça, mais j'ai trouvé quand même pas mal. Et après, allez, pour changer un peu, moi j'ai beaucoup aimé l'équipe de Bournemouth. Je trouvais qu'ils avaient fait une très bonne partie dans leur pressing, etc., dans leur Ouais, organisation. ils ont fait le match qu'ils devaient Euh, faire. Ouais. ouais, mais ouais, ça m'a surpris. Je m'attendais pas spécialement à ça d'eux et j'ai bien apprécié. Jonathan, tes tops. Le maillot third. ouais,
Je vais dire, je vais dire passer Rice. Alors Rice, il a été un petit peu au four et au moulin, c'est sûr, mais bon, il a quand même bien fait progresser la balle à plusieurs reprises et, et c'est tout, quoi. Mais bon, c'est pas. Ah, mais c'est pas parce que on peut aller jusqu'à 3 qu'il faut en mettre 3, hein. Il y a peut-être un jour, et je l'espère pas, qu'on mettra aucun top parce qu'ils auront tous été dégueulasses, ou inversement, peut-être un jour on mettra aucun flop parce qu'ils auront tous été très bons. L'avenir nous le dira. Messieurs, il est Et temps de... toi, Ah, Raoul, pas pour toi. je voulais pas me mouiller. Non, alors moi dans mes flops, j'ai Trossard, j'ai Gabriel, et pas forcément que pour son placement dans le match, mais pour l'ensemble de son œuvre. Voilà. C'est pas parce qu'il va aller faire un centre à la 80e minute que je vais dire bravo. Mais je le répète, je trouve que Gabriel euh, est moins performant en ce moment. J'ai pas dit qu'il était mauvais, il est moins performant. Et du coup, alors après, on peut se poser la question, hein. Est-ce que c'est Saliba qui tire Gabriel vers le bas, ou est-ce que c'est Gabriel qui tire Saliba vers le bas? En tout cas, je trouve Gabriel moins performant en ce moment. Je trouve qu'il veut en faire trop dans le dépassement de fonction en oubliant quel est son premier rôle. Et moi, ça commence à me déranger. Je suis pas en train de faire un cas Gabriel, mais je sais que ça fait quand même plusieurs fois que j'en parle sur les podcasts, et je me dis qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, pour moi, affaire à suivre. Donc, Trossard, Gabriel et Raya. Alors, je vais pas vraiment, hein, pour ceux qui l'aiment bien ou pas, on l'a laissé un petit peu tranquille, mais hier, je l'ai trouvé d'une fébrilité. Alors, même à 11 contre 11, balle au pied dans ses relances, dans tout ce que l'on veut. Alors, si on doit dire qu'il a fait un bon match, parce qu'à un moment donné, il y a l'attaquant de Bournemouth qui frappe fort dans ses mains et qui l'a dévié en corner, soit. Si on doit résumer son match à dire, ouais, il y a eu des centres, il allait les chercher, il avait capté la balle avec ses deux mains pour un gardien de PL, soit. Mais parce que Mechad l'a dit la semaine dernière, est de constater que depuis le départ de Ramsdale, il semblait libéré et un peu plus performant, etc. Euh, pour moi, il y a eu une petite rechute hier. Mais voilà, après, ça fait partie des choses. Et en top, alors là, je vais vraiment mettre le maillot Third parce que je le trouve vraiment très joli. Je vais mettre l'entrée de Nwaneri parce que j'en veux plus. J'aimerais plus. Et je vais mettre Rice parce que bah, Rice, c'est Rice. Mais je vais mettre Rice dans sa position et pas ailleurs. Voilà. Ça ne veut pas dire que les autres ont fait des mauvais matchs, mais voilà. On n'a pas parlé du cas inverse très peu, mais voilà. J'espère qu'il sera un peu plus accompagné ces prochains matchs. Messieurs, c'est de nouveau une après-midi PL qui nous attend pour ceux qui ont le temps, ou une soirée PL. En tout cas, il y a deux adversaires directs qui jouent. Alors, ceux qui ne sont pas encore découragés du foot aujourd'hui pourront regarder. Vous remercier de votre présence. Invitez nos auditeurs à aller checker les notes et à participer à la notation, puisque c'est Louis que je resalue. Au passage, c'est Louis qui était chargé, et c'était pas une mince affaire hier, de faire les notes. Et si vous êtes d'accord ou pas, vous pouvez également apporter votre note sur le site internet, donc n'hésitez pas à y aller. Saluer nos collègues Bastien, Richard et Méchad qui ne sont pas là aujourd'hui pour nous accompagner. On leur souhaite un bon dimanche. Rappeler à nos auditeurs toujours qu'on est présent sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, X, Instagram, Threads, qu'on a notre site internet avec d'excellents articles, dont deux articles qui sont sortis cette semaine. Le premier, c'était sur les féminines, signé Jonathan Fournier, ici présent. Et le deuxième, c'était sur Gabriel Jesus, si je me trompe pas, C'est ça, par Louis. signé par Louis. Alors, je parle pas de l'avant-match de Guillaume, etc., mais quand voilà, c'est des articles un peu plus pointus, un peu plus ciblés, avec un peu plus de recherche. Donc, bravo Jonathan pour ton article, bravo Louis pour le tien. Donc, voilà, il y a d'autres articles qui vont suivre. Des articles de qualité qui se lisent très très bien, donc n'hésitez pas. Messieurs, très bonne journée à vous. N'oubliez pas, c'est que du foot. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Bye bye. Merci à tous. Bon dimanche.